Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'abord de l'intérêt que vous portez à ce séminaire. Et pour celles et ceux qui viennent de nous joindre dans ce deuxième séminaire, j'aimerais revenir rapidement sur le contexte, l'objectif de ces conférences débats, si vous voulez. Donc déjà, le séminaire s'inscrit dans un cycle de séminaires qui s'étale sur 6 mois à compter de janvier, organisé par le LADSIS, le laboratoire de recherche lié à l'Université Hassan II de Casablanca, et le CRESC, le centre de recherche lié à l'association de recherche Action Telga Aid. Et pour ne pas oublier, vous pouvez revoir, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le contenu du cycle du séminaire sur la page Facebook du LADSIS. Ou revoir, si jamais vous ratez un des séminaires, vous pouvez le voir ou le revisionner toujours sur la page Facebook du LADSIS. Donc l'idée du cycle de séminaire est vraiment ou s'inscrit dans une réflexion autour du modèle de développement rural au Maroc. Vous savez, on parle dans tous les sens, on parle beaucoup du modèle de développement, peut-être plus dans un cadre médiatique, dans un cadre de communication politique, mais on s'est arrêté justement pour dire qu'en est-il de la voix de la communauté scientifique? Que pensent les chercheurs de ce modèle de développement? L'idée, justement, est d'enclencher un débat scientifique autour des questions qui touchent à l'agriculture, à la ruralité au Maroc. Le thème, par contre, d'aujourd'hui est un thème particulier, vu qu'il aborde la question du pacte social ou du contrat social. Je sais que peut-être c'est un terme qui vous dit quelque chose, parce que c'est aussi une des œuvres majeures du philosophe Rousseau. C'est un terme qu'on utilise, on dit « ah, et le contrat social », peut-être on l'utilise qui nous soulage et on l'utilise comme solution à tous nos maux, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par contrat social? Quelle est la nature du contrat social rural? Et en quoi ce contrat social rural marocain pourrait constituer justement la base d'un modèle de développement rural au Maroc? C'est ce qu'on va voir ou ce que nous allons approfondir, décortiquer, discuter avec Annabelle Oudret, politologue et chercheuse à l'Institut allemand pour le développement, qui s'intéresse à la question de la gouvernance des ressources naturelles, et particulièrement de l'eau. L'intervention d'Annabelle Oudret sera accompagnée d'une discussion avec Zakaria Kaderi, sociologue agronome et enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. Donc, ce qu'on va faire, comment on va organiser ces 2 heures de présentation? Premièrement, on a l'intervention d'Annabelle Oudret, accompagnée d'une discussion avec Zakaria Kaderi. Par la suite, nous allons laisser jusqu'à la fin une réponse ou des réponses à toutes vos questions. Autrement dit, n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le chat, à les écrire via le chat, et tout au long, au fur et à mesure de la présentation. Sans plus tarder, Annabelle, à vous la parole. Grand merci pour cette introduction, Habiba, et grand merci à vous et à Zakaria de m'avoir invité. Donc, je suis en train de partager la présentation. Tout le monde la voit, c'est bon? Peut-être tout d'abord 2-3 mots par rapport à notre institut. Donc, nous sommes un institut de recherche, mais qui est aussi impliqué dans le conseil, notamment pour le ministère allemand de la coopération au développement. Et j'ai moi-même fait ma thèse au Maroc. J'ai fait du terrain au Maroc, un petit peu dans le Rarb et beaucoup dans le Souss. Depuis 2005, je travaille au Maroc. Voilà, juste pour avoir un peu de background. Donc, on s'intéresse aujourd'hui à la notion du contrat social rural au Maroc et on voit quelles conclusions on peut en tirer pour le nouveau modèle de développement. Donc, tout d'abord, un aperçu de mon intervention. D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un contrat social rural. On va voir comment est-ce qu'il est réarticulé en ce moment sur la base de 2 tendances. Premièrement, une dégradation et une surexploitation des ressources naturelles.
Et deuxièmement, la libéralisation des politiques agricoles, mais aussi de l'exploitation des ressources naturelles. Et troisièmement, on va voir qu'est-ce que cela veut dire pour la fragilité du contrat social rural et quelle implication pour le nouveau modèle de développement. Donc, tout d'abord, vous avez tous entendu parler du modèle du contrat social. Nous avons un projet de recherche ici à l'Institut qui s'intéresse à cette approche. Nous avons développé notre propre notion et notre propre concept d'analyse qui est appliqué sur des secteurs et des pays très variés. Donc, je vous invite à consulter notre site web pour en savoir plus. D'abord, les bases. Donc, vous voyez dans le graphe que vous avez l'État ou le gouvernement d'un côté et les citoyens et les groupes sociaux de l'autre. Donc, selon notre modèle, un contrat social est fait des attentes et des obligations des uns et des autres. L'État fournit la protection physique surtout, fournit des services et fournit aussi, dans un degré différent, des opportunités de participation politique. Et la société, par contre, rend à l'État et au gouvernement une reconnaissance de sa légitimité, des impôts et, suivant les cas, d'autres obligations comme le service civil ou militaire ou autre chose. Ce contrat peut être formel, comme dans le cas d'une constitution, par exemple, qui formalise les droits et les obligations des uns et des autres, mais il peut être un contrat implicite aussi, des attentes entre l'État et la société et vice-versa. Ce contrat est sans cesse renégocié, remis en question par différents facteurs. Donc, dans le contexte général, dans le monde arabe, on peut voir qu'en période post-coloniale, les ressources pétrolières et gazières ont été très importantes pour la redistribution des bénéfices et des services ou autres ressources naturelles et revenus, donc par rapport à, par exemple, des services de logement, des systèmes de santé, des systèmes d'éducation, etc., qui étaient financés par ces ressources. Et qu'au fur et à mesure, pour être très brève, les demandes et les attentes ont été croissantes, mais l'offre de ces ressources et donc la capacité de l'État à distribuer l'accès à ces ressources a diminué et on s'est trouvé face à une difficulté croissante des États à satisfaire les demandes de leur population, ce qui, combiné avec une demande accrue pour la participation politique, a mené à ce qu'on appelait plutôt le printemps arabe dans plusieurs pays. Donc maintenant, retournons dans le rural pour voir qu'est-ce que cela définit, qu'est-ce que cela veut dire exactement dans ce contexte spécifique. Donc on voit qu'il y a beaucoup de bénéfices tirés des ressources naturelles ou de l'agriculture et du contrôle de leur accès, et cela est une base très importante pour la redistribution et des services de l'État, surtout dans les pays non pétroliers gaziers. Ce qu'on voit selon la source du HCP, vous voyez le graphe sur le côté, la structure de l'emploi au Maroc, on voit qu'une partie très grande des gens travaillent toujours dans le secteur de l'agriculture. Et tout le monde sait qu'il y a aussi une dimension de pouvoir qui est ancrée dans les périodes pré- et post-coloniales, l'accès à l'eau et à la terre, par exemple la redistribution des terres après le départ, après les protectorats par exemple, sont des enjeux de pouvoir. Il y a pas mal d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Donc, pour nous, le contrat social rural est une dimension spécifique du contrat social national d'un pays. Et au cœur de ce contrat, on trouve la protection de l'État des moyens de subsistance des gens dans le rural. On trouve les services, l'accès à l'eau, l'accès à la terre et à d'autres ressources de production agricole. Et en échange, évidemment, la reconnaissance de la légitimité de la part de la population et parfois ce qu'on appelle ici des taxes informelles. Donc, certains agriculteurs peuvent offrir un montant pour le Haïd à l'administration ou d'autres exemples que vous connaissez très bien. Pourquoi j'ai mis ici cette image du barrage? Donc ça, c'est une image que j'adore parce que pour moi, elle symbolise beaucoup ce contrat social rural. Comme vous savez certainement, sur chaque barrage au Maroc est inscrit la notion Allah al-Watan wal-Malik. Et on voit que donc, ces ressources en eau qui sont par la suite en amont du barrage, à la veille du barrage, qui sont redistribuées,
servent donc à distribuer les ressources, à maintenir la population rurale et à leur donner accès à des moyens de subsistance. On vient là à la deuxième partie. Ce contrat social rural, donc, établi dans la phase post-indépendance, a connu plusieurs bouleversements depuis, et d'une partie à travers la dégradation et la surexploitation des ressources naturelles. Donc, si on voit l'État d'un côté qui donne accès aux ressources naturelles et qui soutient la production agricole, et de l'autre côté, les agriculteurs qui utilisent ces ressources naturelles pour la production agricole et leurs moyens de subsistance, tout cela est véhiculé à travers les politiques publiques, des règles et des pratiques formelles, mais aussi informelles, comme vous savez. Donc aujourd'hui, on voit que le changement environnemental, la surexploitation et la dégradation de l'eau et de la terre, mais aussi les politiques agricoles influencent les règles et les pratiques d'utilisation de l'eau et ses ressources. Et on veut savoir quel impact est-ce que cela aura sur le contrat social. Donc on voit que la dégradation des ressources naturelles remet en question les modes d'usage et de redistribution établis. La disponibilité en terres fertiles et en eau diminue, ce qui est dû à la dégradation environnementale, mais aussi à la surexploitation et aux effets du changement climatique. Mais la demande en eau et en terres fertiles est toujours croissante. Irrigation, tourisme, industrie, urbanisation, il y a beaucoup de raisons. Se pose alors la question de l'accès, les conditions de l'accès et le contrôle de cet accès. Deux petits exemples. Vous voyez la surexploitation des ressources en eau souterraine pour le Maroc en général en ligne rouge et pour le Souss-Massa en particulier. Et de l'autre côté, le taux de remplissage du barrage à Massira. Et vous voyez que dans une période de 3 ans, entre 2015 et 2018, cela a diminué de 63%. Donc autant les eaux souterraines que les eaux de surface sont sérieusement menacées. La libéralisation des politiques agricoles n'y est pas pour rien. On voit qu'il y a eu des très grands changements depuis les années 1980 et la mise en place des plans d'ajustement structurel. La régulation et le contrôle de l'utilisation des ressources naturelles et de la production agricole diminuent. Les politiques centralisées et top-down qui avaient été mises en place changent. L'objectif de l'autosuffisance alimentaire, très important en période postcoloniale, se transforme en une logique et des modes de production capitalistes et libérales. Et tout cela a été aussi accéléré par des changements au niveau international, donc la mise en place, par exemple, de l'irrigation participative dans les AUA, etc. Et évidemment aussi les changements technologiques, l'émergence des pompes, par exemple, accessibles à beaucoup de gens, etc. Donc, si nous regardons de plus près quel impact ces nouvelles politiques agricoles ont, on voit que les moyens de subsistance ne sont plus garantis dans les systèmes collectifs, comme cela a souvent été le cas avant. Pour les agriculteurs, ça veut dire que les opportunités de développement sont plus individualisées, mais dans un contexte hautement incertain. Côté politique agricole, on a pu observer un retrait de l'État des chaînes de valeur agricoles, y compris provision et maintenance de l'infrastructure, l'encadrement avec le départ volontaire à la retraite, etc. Pour les agriculteurs, et là je parle beaucoup aussi de la petite et moyenne agriculture, les capacités techniques et managériales donc, pour pouvoir subvenir à ce besoin que l'État n'assure plus sont souvent insuffisantes. Et l'accès aux ressources de production est parfois insuffisant également. Autre changement important, c'est l'absence ou la réduction des systèmes de culture obligatoires, comme on les a connus avant, ce qui offre des nouvelles possibilités de production aux agriculteurs, mais souvent aussi des incertitudes sur la cultivation et la commercialisation qui ne sont plus pris en charge par l'État. Dernier exemple, le démantèlement des structures de production collective et la vente ou la transformation de terrains agricoles avec un rôle croissant du secteur privé et des investisseurs agricoles. Qu'est-ce que cela veut dire pour les agriculteurs? Souvent une concentration foncière, des incertitudes de la propriété et des droits d'exploitation de la terre. Par exemple, en zone périurbaine, par exemple en zone qui est transformée en zone agricole,
irrigués pour l'exportation, etc. On pourra revenir sur les exemples plus tard dans la discussion. Donc, ces effets conjugués de la libéralisation et de la dégradation des ressources naturelles, on voit que cela a libéralisé l'accès aux ressources naturelles. Le pompage peut être individualisé, peut être en petit collectif. On ne dépend plus de l'agriculture, de l'irrigation centralisée et contrôlée par l'État. Mais cela a aussi renforcé la surexploitation des ressources naturelles. Donc, on se retrouve face à une compétition accrue entre secteurs, entre petits et grands agriculteurs et une concentration de l'accès. Et face aussi à une augmentation des inégalités par rapport à l'accès à l'eau et l'irrigation, par rapport aux cultures qu'on peut cultiver. Petit exemple, comme vous savez certainement, les petits agriculteurs ne peuvent pas facilement cultiver des produits à haute valeur ajoutée pour l'exportation parce qu'ils n'ont pas les mêmes superficies, pas les mêmes capacités, etc. Donc, on voit que le contrat social rural établi depuis l'indépendance se transforme. La base de ce contrat diminue et affecte la redistribution des droits d'exploitation et des bénéfices. Moins d'eau, moins de terres fertiles, donc moins de bénéfices à répartir. La compensation des effets négatifs de ces changements est très importante pour assurer le soutien des agriculteurs et de la population rurale au contrat social rural. Et cela passe par de nouveaux modes de soutien financier, comme on a vu dans les politiques agricoles du plan Maroc vert et du plan actuel, mais parfois aussi ça passe par la tolérance de la surexploitation pour assurer les moyens de subsistance. On voit aussi davantage d'opportunités, mais aussi de risques pour les agriculteurs individuels. Donc, qu'est-ce que cela peut nous renseigner sur le futur, l'avenir du contrat social rural du Maroc et quelle implication surtout pour le nouveau modèle de développement? Donc, on voit que le contrat social rural tel qu'il a été établi en période postcoloniale est sérieusement fragilisé par les effets de la dégradation, de la surexploitation environnementale. Cela mène à une marginalisation accrue des petits exploitants qui sont plus vulnérables aux effets du changement climatique et à la dégradation des ressources naturelles, qui ont souvent un accès réduit aux aides et aux subventions et aux technologies coûteuses, comme au forage ou à l'irrigation localisée, à cause, il y a de multiples causes, dont des droits de propriété incertains qui ne donnent pas accès à des crédits, par exemple, un manque de capital pour investissement, la petite taille des exploitations, un manque de revenus hors agricole, un manque de réseau sociopolitique également. Et on voit le danger d'un point du non-retour qui fragilise la base du contrat social rural. Ce qu'on voit déjà dans le Souss, quand les nappes sont tellement surexploitées, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, nos conclusions pour un nouveau modèle de développement qui se veut plus durable et plus inclusif, d'après ce qu'on en sait déjà. Donc, on attend tous très curieusement le rapport officiel. Il doit être basé sur une exploitation durable des ressources naturelles pour assurer leur sauvegarde et pour assurer les moyens de subsistance et les perspectives sociales et professionnelles dans le rural. Il doit aussi être basé sur un ciblage inclusif du soutien étatique, donc l'importance accrue des investisseurs agricoles et des nouveaux leaders locaux, parfois jeunes, mais aussi d'une marginalisation accrue de l'autre côté des petits agriculteurs. Et il doit être basé sur une vision commune de la trajectoire de développement adoptée. Si on revient au modèle du contrat social que j'avais introduit tout au début, cela peut être, par exemple, assurer la protection, donc une des tâches qu'on assigne au gouvernement, protection de l'accès aux moyens de production agricole à travers le développement durable et une politique agricole inclusive, bien sûr. Ça passe à travers les services, assurer l'infrastructure en eau pour l'irrigation, mais aussi les besoins domestiques. Et on a vu que ça a été difficile dans certaines régions, surtout en période estivale ces dernières années. Et bien sûr, des conditions d'accès abordables. Services agricoles également et de développement rural, y compris non agricole, j'ajoute, parce que dans des régions comme le Souss, il faut aussi voir
regarder un peu au-delà des revenus agricoles, mais aussi la participation. Et là, on se demande si on ne peut pas mobiliser les structures établies dans la nouvelle constitution, y compris des plateformes de concertation et de participation pour un développement rural inclusif et plus durable. Merci. Je serais très heureuse d'entendre le commentaire de Zakaria et de recevoir vos questions. Merci beaucoup, Annabelle. Merci, Habiba, pour la modération. Alors, d'abord, je te remercie pour avoir accepté d'intervenir dans ce cycle de séminaire. Et bien évidemment, je ne laisserai pas l'occasion passer pour revenir sur cette, je vais dire, cette entrée ou ce point d'attaque par le contrat social, qui en soi, comme tu le dis, renvoie à plusieurs modèles, renvoie à plusieurs compréhensions, considérations scientifiques. Bien sûr, le modèle que vous présentez dans le milieu, il est très intéressant dans la mesure qu'il met en parallèle, en fait, je dirais la responsabilité de l'État, pas l'État en tant que tel, mais la responsabilité de l'État. Et de l'autre côté, les agriculteurs, bien évidemment, le sociologue en moi me dit, mais où sont les autres acteurs en dehors des agriculteurs? Et bien évidemment, par rapport aux agriculteurs eux-mêmes, à partir du moment qu'il s'agit de plusieurs, je dirais, de plusieurs acteurs eux-mêmes, donc dans la mesure qu'ils sont très, très diversifiés en tant que profil, en tant que groupement, en tant que groupe politique aussi, groupe, je dirais, syndical, associatif, etc. Donc, moi, ce qui va attirer mon attention aussi, c'est cette considération du contrat social aussi par je dirais, par la responsabilité mutuelle, dans la mesure que un citoyen, théoriquement, il paye des impôts et pour cela, il devrait recevoir un certain service. Et j'aimerais aussi ouvrir la parenthèse sur le fait que jusqu'à l'histoire de toute façon de l'agriculture marocaine est une histoire d'un secteur non imposable. Donc, bien évidemment, tu mets la question des taxes, je veux dire, indirectes ou informelles en deçà, mais quand il s'agit de secteurs totalement imposables et comment on peut le considérer, et surtout que ma question en fait de fond derrière, c'est cette question c'est cette dimension du fait de l'historicité des acteurs dans le contrat. Donc, même s'il n'y a pas, une taxe, au-delà de la taxe, donc je pense l'historicité du rural marocain et son rapport à la fois au pouvoir au sens large et aussi aux institutions étatiques devrait aussi nous interpeller sur la responsabilité de l'État qui n'est pas que dans un contrat autour d'un secteur, mais qui est autour d'un, je dirais pour discuter la chose, pour moi c'est un contrat autour d'un milieu de vie. Donc d'où peut-être, je dirais, première interpellation, c'est cette considération rurale agricole. Donc, parce que quand on situe l'agriculture au Maroc, on ne peut pas le dissocier vraiment de son ancrage rural qui dépasse même le secteur agricole. Quoique l'agriculture est, je dirais, la première Pardon, j'ai été coupé. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, c'est bon, on t'entend.
Ah, parfait. Je suis désolé, hein, je ne sais pas pourquoi ça coupe. En tout cas. Donc, je disais que j'étais beaucoup interpellé par cette entrée par les ressources naturelles et justement, c'est très judicieux parce que dans le cas du Maroc, en tout cas, à la fois l'eau et le foncier sont extrêmement importants et sont, je dirais même, indissociables, notamment dans les zones irriguées ou les zones qui, même sans avoir une irrigation par l'État, on va avoir aussi une irrigation par les eaux souterraines. Et du coup, le rapport propriété foncière et eau, il est extrêmement important par rapport à ce contrat. Et là aussi, mon ouverture aussi, c'est cette contextualisation aussi par l'historicité des choses sur à la fois le foncier au Maroc. Je vais pas dire les statuts, parce que tout le monde sait que les statuts sont multiples. Chaque statut en soi a sa complexité. Et aujourd'hui, je dis ça parce qu'il y a une offre de politique publique qui est sur la table, une politique foncière, d'ailleurs, on l'appelle comme ça, une politique foncière. Donc, il y a une offre qui se veut bien sûr répondre aux problématiques foncières, je dirais aux complexités foncières. Et comme l'a essayé de faire le plan Maroc Vert, en contournant un peu la problématique du foncier collectif pour mettre en avant la question de l'agrégation. Donc, je pense que c'est aussi une dimension importante à considérer dans le contrat social par l'historicité du foncier en particulier, parce que l'eau, je pense, c'est je sais pas, mais en tout cas par rapport à mon expérience personnelle, je pense que la question de l'irrigation est un gros problème de gouvernance, d'abord, et je dirais même de logiciel, parce on est dans un logiciel de mobilisation de l'eau pour satisfaire les besoins, alors que les enseignements qu'on devrait tirer normalement par rapport à un modèle, c'est aussi des enseignements par rapport à la demande, par rapport à notre manière de pratiquer l'agriculture, par rapport à notre manière de pratiquer aussi le modèle agricole en soi, parce qu'aujourd'hui, on est dans un modèle, qu'on le veuille ou non, on est dans un modèle intensif de productivité, de performance. Donc, on n'est pas dans des modèles, je dirais, agroécologiques. Le terme même est interpellant au Maroc, c'est pratiquement en dehors de certaines associations de la société civile, le modèle, il n'est pas du tout sur l'agenda politique. On parle de bio, mais on sait très bien que le parallèle n'est pas si évident, y compris pour les scientifiques. Donc, je pense, voilà, pour moi, c'est aussi une interpellation par rapport à l'usage qu'on fait de ces ressources naturelles. Et si je peux me permettre, sans trop m'attarder aussi, tu as aussi parlé de trajectoire, je dirais de modèle de développement. Et bien sûr, aujourd'hui, le modèle de développement, enfin aujourd'hui, depuis un an, le modèle de développement a été réfléchi de façon générale au Maroc, bien sûr, sans particulièrement faire le zoom sur l'agriculture ou le rural. Mais cela m'interpelle parce qu'en parallèle de ce chantier national, en parallèle, il y avait un modèle, je dirais une politique agricole qui a été mise sur la table, donc qui est en cours d'être mise en œuvre de toute façon. Donc, et ça m'interpelle, est-ce qu'on devrait parler d'une trajectoire? Est-ce qu'il y a une trajectoire ou des trajectoires? Bien sûr, fondamentalement, il y a plusieurs, mais là aussi, la pensée unique m'interpelle aussi. Voilà, je ne sais pas est-ce que c'est suffisant pour ça, mais je reviendrai aussi par la suite. En tout cas, merci beaucoup. Je vais peut-être rapidement réagir avant qu'on prenne les questions. D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup pour tes commentaires. Oui, je suis bien consciente du problème des taxes. Et bon, on se pose évidemment la question, vu cette restructuration profonde qu'on a vue dans l'agriculture, avec l'émergence de grands agriculteurs, d'exploitations agricoles énormes, d'investisseurs étrangers, d'investisseurs industriels non originaires de l'agriculture, etc., se pose évidemment la question de la taxation des grandes propriétés.
Voilà. Sinon, tout ce qui concerne le rural comme milieu de vie, je suis tout à fait d'accord et c'est d'ailleurs pour ça que je propose de sortir du débat des politiques agricoles et de plus parler de débat du modèle de développement rural qu'on veut, de développer une vision commune pour le rural et notamment passer par ces nouvelles instances de concertation parce que c'est là qu'on ramène le débat au cœur des politiques non sectorielles. Donc, comment est-ce que les jeunes ruraux veulent vivre aujourd'hui? Est-ce qu'ils se sentent représentés par les instances d'inclusion des jeunes? Est-ce qu'ils soumettent des pétitions telles que ça a été promis, rendu possible à travers la nouvelle constitution? Donc là, on sort évidemment des politiques agricoles, mais à travers les populations qui sont mobilisées dans ces instances, évidemment, on a aussi tout le débat sur l'allocation des ressources naturelles, etc., parce qu'ils sont forcément concernés quand ils vivent dans le rural. Voilà pour mes premières idées là-dessus. Merci. Peut-être juste pour rappeler pour les collègues et doctorants qui nous suivent qu'ils peuvent aussi poser leurs questions dans le chat. Mais comme on est dans un format plutôt séminaire doctoral, je dirais, donc s'il n'y a pas beaucoup de questions à la fois, on peut les prendre aussi en direct. Hind, Habiba, s'il y a des collègues qui ont posé des questions, n'hésitez pas. On a déjà 2 questions. Parfait. On peut commencer déjà par les 2 questions. La première question, comment peut-on articuler les problématiques environnementales au contrat social rural dans un contexte de changement climatique et de pression sur les ressources productives, surtout quand on encourage des modèles agricoles intensifs et où la monoculture occupe une place prégnante. Ça, c'est la première question. Deuxième question, peut-être un petit commentaire plus une question. Le contrat social rural a été fragilisé par la surexploitation des ressources naturelles, les inégalités d'accès, la dégradation environnementale, etc. Comment, à votre avis, un nouveau contrat social rural aujourd'hui peut contribuer concrètement, avec entre parenthèses des exemples, au modèle de développement rural et agricole au Maroc? Autrement dit, quels seront les engagements de l'État et ceux des agriculteurs et quels seront, à votre avis, les défis à ce nouveau modèle de développement? Merci beaucoup. Donc, par rapport à la première question, les problèmes environnementaux et de changement climatique, je crois que pour les adresser, justement, on doit passer par l'élaboration d'une vision inclusive. Donc, ne pas dire que c'est des problèmes uniquement environnementaux, parce qu'ils nous concernent tous, non seulement par l'air qu'on respire et des paysages dont on se sert pour notre loisir, mais aussi par la pollution de l'eau qui se retrouve dans les aliments qu'on consomme, par les coûts de la production agricole. Donc, il y a beaucoup de liens, je crois. Donc, ces modèles extensifs, il faut mettre sur la table ce que ça veut dire pour l'avenir. Est-ce que le Souss, par exemple, qui produit une large partie de la production agricole exportée du Maroc, qui produit donc des revenus très importants, est-ce qu'il contribue au bien-être de la population locale? Est-ce qu'il contribue aux moyens de subsistance des agriculteurs qui vivent dans cette région et qui n'ont en partie plus accès à l'eau parce que les orangers à côté, irrigués à travers des forages très profonds, ne leur permettent plus d'irriguer les oliviers qu'ils cultivaient depuis toujours? Et là encore, on revient à la vision politique des choses et au besoin d'élaborer une vision commune. Donc, prendre des décisions à long terme pour un développement durable où tout le monde qui est concerné par ces décisions se retrouve et a un avenir. Voilà. La deuxième question est très vaste, le nouveau contrat social. Donc, on a vu que le contrat social est fait d'attentes et d'obligations. Et je pense qu'un nouveau modèle, un nouveau contrat social se met en place en renégociant
ses attentes et ses obligations. Ça peut être très, très pratiquement les conditions pour l'accès à l'eau, les taux de subvention de l'irrigation localisés, les forages, l'accès à l'eau, les surfaces par exemple, là où c'est encore disponible dans les systèmes d'irrigation de l'État par exemple. Donc, qu'est-ce que je peux attendre en tant qu'agriculteur de l'État? Et en revanche, à partir d'un certain niveau de revenus, est-ce que je suis aussi prête à payer des impôts sur ma production agricole, très concrètement? Donc ça, ce sera un des exemples. Habiba, Merci Annabelle. Oui, je suis là, mais y- vas-y, vas-y. Pardon. je ne sais pas si tu as, Zakaria, quelques... Ouais, moi je voulais juste relancer Annabelle dans mon rôle de discutant toujours, juste par rapport à, je sais que elle a aussi travaillé sur, enfin testé ce dispositif, je dirais, ce modèle de contrat social avec collègues en Algérie. Donc peut-être elle pourra aussi en dire un mot sur le parallèle. Je sais que les structures foncières, elles peuvent être similaires dans certaines conditions. Oui, alors le plus intéressant de notre comparaison avec l'Algérie, et là j'aimerais faire un article qu'on a publié ensemble avec un co-auteur algérien qui est disponible sur notre site web, ça a été de voir que l'Algérie, qui base ses revenus surtout sur les ressources gazières et pétrolières, comme on a vu au début, et qui finance donc des programmes de logement, etc., à partir de ces ressources, et bien même dans un pays comme l'Algérie, le contrat social rural est très important, a joué un rôle très important dans la construction de l'identité post-indépendance, etc., et joue toujours un rôle très important aujourd'hui. Donc, il y a toujours beaucoup de gens qui vivent de l'agriculture, il y a toujours des questions de pouvoir liées au contrôle des ressources en eau et en terre, même si l'économie nationale ne se base pas sur, ou en degré beaucoup moindre par rapport au Maroc, sur les revenus agricoles. Parce qu'en fait, là aussi, sur, je vais dire, par rapport au modèle de production, je dirais, par rapport au modèle de production, et ça c'est très important, parce que le Maroc, il a investi quand même, je vais dire, dès l'indépendance. Dès l'indépendance, le Maroc a beaucoup investi dans le système de production. Donc, sur des performances, en Algérie, on était dans un modèle plutôt basé sur, je dirais, par l'industrie lourde, notamment le pétrole. Et quoique on est dans des structures, je vais dire, sociales, qui sont très, très proches, parce que c'est une continuité aussi, des systèmes tribaux, de la mazérité, des tribus sahariennes, etc. Donc, on est dans des continuités sociales, donc on n'est pas très, très différent autant que ça. Alors que dans le cas du Maroc, on a fait des trajectoires politiques, et ça rejoint aussi ce que tu disais, quand les politiques publiques influencent les structures de production, les structures sociales. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans les territoires ruraux marocains, il y a énormément de sociétés civiles. Donc, et ça je peux dire que depuis 2020, depuis une trentaine d'années déjà. Donc, ce qui est très, très important pour je pense, pour cette entrée par le contrat social, parce que je pense la négociation avec un État, une négociation qui peut se faire directe, dans une table de négociation, comme ça peut être des négociations autour d'objets, ou autour d'intérêts, ou autour de projets, d'aménagement, etc. Donc, la disponibilité d'une société civile, peu importe son état de santé, mais sa disponibilité, je pense, elle est très, très importante. Et on le voit aussi
dans les, je vais dire, les discours mobilisés par la société civile rurale au Maroc, qui est un discours assez élaboré. Là aussi, sans rentrer dans l'état de santé des associations, des coopératives, etc. Mais par rapport aux expériences au niveau international, etc., c'est un discours qui est assez élaboré. C'est des pratiques qui sont assez, qui commencent à avoir une certaine accumulation. Je pense pour le contrat social aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et des politiques publiques comme l'INDH, comme le plan Maroc Vert, bien sûr, d'un côté, elles ont fait la promotion comment dire, de créer des associations, des coopératives, n'en citer que. Mais de l'autre côté aussi, elles ont bénéficié d'une société civile qui est en place, qui est à l'affût des opportunités et des offres politiques. Et je pense l'exemple algérien m'a interpellé par rapport à ça, parce qu'il y a aussi énormément d'associations qui commencent à se développer dans certains territoires en Algérie, alors qu'au Maroc, on est vraiment on peut même dire, on est dans un certain territoire où il y a une certaine tradition. Par exemple, quand tu as cité le Souss aujourd'hui, une coopérative comme la COPAG, par exemple, est basée sur le système coopératif. Et du coup, dans le contrat social, on est vraiment dans un contrat social où l'acteur associatif est extrêmement déterminé. Je pense qu'il y a d'autres questions, Habiba. Oui, il y a 4 questions. Pour la première question, la politique du plan Maroc Vert, mais chaque politique de changement social, se base sur un changement dans les valeurs et dans les pratiques plus légitimes aux yeux des personnes même qui les utilisent. Comment vous avez approché la dimension des valeurs dans votre travail? Est-ce que votre analyse, et une autre question, est-ce que votre analyse considère l'État seulement en tant qu'institution ou bien il y a d'autres dimensions? Troisième question, on qualifie souvent les populations rurales de résilientes, ce qui pose la problématique de la capacité de ces populations à faire face aux crises de différentes natures, sanitaires, économiques, environnementales. Ceci sert des fois d'argument, pour ne pas dire de prétexte, à l'État pour quelque part se déresponsabiliser. Je pense que cette question est d'actualité avec la pandémie en cours. Pensez-vous que les moments de crise sont des moments où ce contrat peut changer? Et puis, la quatrième question, quel rôle peut éventuellement jouer la régionalisation, approche locale, dans la conception d'un contrat social rural équilibré en considération des contraintes foncières et d'accès à l'eau? Merci. Question très variée, très intéressante. Je commence peut-être par le plan Maroc Vert et la dimension de valeur. Donc, on l'a abordé, évidemment, l'État n'est pas un black box. Nous, quand on fait du terrain, on va sur le local, on parle à tout type d'acteurs, autant les agriculteurs que les associations, que la coopération internationale, que l'administration sur place, effectivement aussi. Et donc, c'est à travers ça aussi qu'on comprend les valeurs qui sont derrière. Et une expérience qui a été très, très intéressante, je crois on a fait du terrain ensemble avec Zakaria dans le Souss, c'était des associations qui avaient mis en place une alimentation d'eau potable dans des régions du Souss qui n'étaient pas raccordées au réseau d'eau potable, et où, en parlant avec l'administration, on a vu que l'administration elle-même était très, très contente d'assister ces associations, mais de ne pas avoir la charge d'assurer l'alimentation en eau potable, et qu'à travers donc, cette initiative de mettre en place des associations d'usagers d'eau potable, cela prenait une part de responsabilité des administrations étatiques, donner cette responsabilité aux habitants locaux qui, à partir après d'une phase de training, etc., étaient très bien capables d'assurer ces tâches, et que cela a mené à une nouvelle relation entre ces acteurs locaux et l'administration,
Avant, il y avait toujours cette attente, bon, l'État doit nous servir, l'État doit mettre en place l'infrastructure. Les pauvres administrations étaient complètement débordées, n'avaient pas les moyens ni techniques, ni financiers, ni en capacité de personnel de répondre à ces attentes. Eh bien, on a trouvé de nouvelles solutions et tout le monde a été content. Et cela a complètement changé les rapports, je dirais, entre l'administration et ces comités d'association, dans la mesure où ils avaient un objectif commun. Ils ont œuvré ensemble pour une meilleure alimentation en eau potable. Et puis, les associations aussi mobilisent d'autres moyens pour mener des projets de développement local, etc. Donc, une fois encore, on sort de la politique de gestion de la ressource naturelle en soi et on va vers une politique de développement rural et vers un changement des relations entre ces habitants et l'État, à l'occurrence représenté par ces administrations locales. Deuxième question, peut-être la résilience. Oui, c'est très facile de dire que, et on l'entend souvent malheureusement, de toute façon, les agriculteurs au Maghreb, ils ont l'habitude de ne pas avoir beaucoup d'eau. Depuis des siècles, ils ont développé des moyens de compenser cela, etc. Mais on voit que ces moments de crise accentuent bien sûr les problèmes qui existent déjà, notamment par rapport à l'alimentation en eau. Et encore, au Maroc, ça va, mais par rapport à d'autres pays où l'alimentation en eau est encore très déficitaire, on voit que ça mène à de grosses difficultés. Donc, on voit de nouvelles attentes, oui. Bon, tout le monde, depuis des décennies, parle de l'état problématique du secteur de santé au Maroc. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je pense que si on faisait les sondages, ça a quand même augmenté dans la priorité des gens. On voit à quoi cela mène dans des conditions aussi problématiques que la pandémie actuelle. Est-ce que ça peut être un moment de mobilisation pour la renégociation du contrat social? Là, je dirais, on a besoin de plateformes pour négocier. Et sous les conditions actuelles, même ici en Allemagne d'ailleurs, c'est très difficile de mener les manifestations, par exemple. Tout ce qui est mobilisation sociale, tant qu'elle n'est pas sur Internet et sur les réseaux sociaux, est rendue très, très difficile par la pandémie. En même temps, je pense que c'est un moment pour développer davantage les plateformes de négociation sur le net, et je sais qu'il y a déjà des initiatives, y compris au Maroc, et de développer des concepts, de définir les attentes, de voir ce que les uns et les autres veulent offrir, peuvent attendre, etc. Et à travers cela, pousser la réarticulation et la renégociation du contrat social. Tant qu'on ne peut pas le faire dans des comités physiques, on peut se retrouver sur Internet, avec toutes les parenthèses que ça comporte en termes de sécurité, des identités, et de traçage, etc. Mais je pense qu'il y a quand même des moyens de discuter. Troisièmement, la régionalisation avancée. Je pense que c'est une opportunité excellente pour renégocier le contrat social rural dans l'agriculture, mais bien au-delà. Et il s'agit en fait de mobiliser ces nouvelles instances, de revendiquer la discussion du modèle de développement, la discussion du contrat social dans ces instances, par ces instances, et d'insister à ce que ces instances prennent en compte toutes les voix qui sont à écouter. Et là, je parle aussi bien du conseil régional, du conseil provincial, que par exemple des nouvelles instances de participation qui ont été mises en place pour la participation des jeunes, l'instance équité et genre, mais aussi des agences comme des agences d'investissement régionaux, les cours de compte qui doivent aussi exister au niveau régional et qui peut-être aideront aussi à faciliter la transparence des politiques publiques. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire et qui nous offrent de nouvelles possibilités de renégociation, justement.
Il y a aussi une intervention, une question par rapport à ce que vous venez de dire, Annabelle. On sent qu'il y a une certaine relation d'autonomie des acteurs tout en réclamant le rôle de l'État, un rôle de dépendance. Voilà. Oui, bien sûr, c'est un va-et-vient constant entre on veut que l'État nous protège, on veut que l'État assure nos moyens de subsistance et on veut aussi avoir la liberté de décider soi-même combien d'eau on donne à quel moment, à quel type de culture, ce qu'on en fait, est-ce qu'on le vend sur le souk à côté, est-ce qu'on l'exporte, etc. Donc, je pense que le passage d'une politique agricole très centralisée à une libéralisation accrue a été assez abrupte et qu'on est toujours, dans une certaine manière, en phase d'adaptation. Donc, il y en a qui s'adaptent plus facilement parce qu'ils ont les moyens. Et il y en a pour qui c'est plus difficile et qui certainement ont d'autres attentes par rapport à l'État que ces premiers. Je voudrais juste, par rapport à cette dimension de certaine autonomie-dépendance aussi, je reviens toujours à mon propos premier sur la contextualisation, si je peux me permettre de dire, de situer un peu aussi les faits. Et ça m'interpelle par rapport aux exemples à la fois d'aménagement, je dirais territoriaux, mais aussi des aménagements hydrauliques, dans la mesure où très souvent on se dit finalement quel modèle on va adopter pour gérer ces aménagements, ces collectivités parfois. On se dit, est-ce que ça va être un modèle par la force des instances internationales, un modèle qui devrait être participatif, ou dans un contexte aujourd'hui aussi très très dominant néolibéral, où on va se dire il faut un partenariat public-privé, il faut une délégation, quoique la littérature internationale a beaucoup traité cette question-là de la délégation comme étant aussi une sorte de décharge, parce que l'État n'arrive pas à faire, et du coup, la meilleure chose, c'est de déléguer. En fait, c'est comme si l'État se décharge aussi, dans une certaine mesure. Et du coup, cette interpellation est par rapport justement à ce rôle du privé, parce que très souvent, on vante le privé, y compris dans l'irrigation. Et je ne sais pas dans quelle mesure aussi ce contrat social peut s'établir dans la négociation, dans la mesure où on va mettre en négociation, je vais dire, des usagers, peu importe qui sont-ils. Dans notre cas, c'est des agriculteurs, les irrigants, par exemple, avec un acteur privé qui a l'expertise, qui a un peu le pouvoir technique, le pouvoir administratif délégué par l'État. Donc, comment on peut aussi être dans ce contrat où il y a le privé? Oui, je suis pas contre le privé en soi, mais il demande un certain encadrage pour que les intérêts à long terme du collectif, de la population, mais aussi les intérêts de l'environnement soient pris en compte. Et cet encadrage, c'est l'État qui doit le faire, à mon avis. Donc, le privé, en tant que discutant du contrat social et renégociant, oui. Mais je vais vous donner un exemple. Il y avait une phase de privatisation des services en eau potable dans beaucoup de pays et en Europe également. Et en France et en Allemagne, on a vu des grands acteurs privés débarquer dans des petites mairies, des maires qui étaient complètement dépassés, qui n'avaient pas les capacités de comprendre tous ces dossiers légaux et économiques très complexes, des grandes entreprises qui sont arrivées, bien sûr, avec des gens qui connaissaient très bien leur boulot et qui ont proposé des contrats à ces maires, qui les ont signés et qui se sont retrouvés quelques années après avec une alimentation à très problématique, un manque d'extension des réseaux envers des couches de population qui pouvaient moins payer, le privé qui ne répondait pas au cahier de charges agréé avant, etc. Et donc, on a vu que
pour revenir au Maroc, pour établir une telle discussion, évidemment, il faut mettre tout le monde sur la même page. Il faut assurer que les capacités de négociation, que le niveau d'information soit le même de tous les côtés. Et encore une fois, je vois là-dessus un rôle très important de l'État. Très bien. Merci. Je ne sais pas, Hind ou Habiba, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais, Oui. parfait. Bah, écoute, Annabelle, donc, merci pour tout, à moins qu'il y ait d'autres questions qui surgissent en parlant. Donc, je te dirais au nom de tous les collègues, merci beaucoup pour ta disponibilité. Et aussi, on se donne rendez-vous avec les doctorants et avec les autres collègues pour le 3e séminaire qui sera dans un mois avec Monsieur Khalil Harizi, qui est un Marocain mais qui vit en Italie, donc qui est expert auprès des organisations internationales en termes justement des modèles ruraux et modèles de développement de façon large. Donc, on se donne rendez-vous. Je ne me rappelle plus la date, Habiba, je pense que ça doit être le 17, quelque chose comme ça. Mars, je pense. Donc, c'est 100 mars, mais après... c'est ça, c'est ça. Donc, on fait comme ça. Donc, écoutez, merci beaucoup pour toute l'assistance et merci pour le séminaire et merci Annabelle et à une prochaine fois. Merci à toi, Zakaria, et à toute ton équipe, Hind, et à la prochaine alors. Merci de m'avoir accueilli. Merci, à bientôt.